le suprême fasciste refait des siennes. Il a à nouveau capturé une infinité de lapins et les met à nouveau au défi. Cette fois, chaque lapin arrive tour à tour de la droite. À l'arrivée du premier lapin, le suprême fasciste coiffe celui-ci d'un chapeau qu'il choisit être de couleur blanche ou noire. Ce lapin doit ensuite deviner la couleur de son chapeau. Et il peut bien sûr avoir juste ou tort. Puis un second lapin arrive toujours de la droite. Il est lui aussi coiffé d'un chapeau qui peut être blanc ou noir. Il voit le premier lapin ainsi que la couleur du chapeau du premier lapin. Les lapins n'ont pas le droit de communiquer. Néanmoins, le second lapin doit alors deviner la couleur de son chapeau. Et là encore, il peut avoir raison ou il peut commettre une erreur. Puis un troisième lapin arrive à son tour, sera à nouveau coiffé d'un chapeau choisi par le suprême fasciste, voit lui aussi tous les lapins avant lui et les couleurs de tous leurs chapeaux, et ce troisième lapin doit à son tour deviner la couleur de son propre chapeau. Puis un quatrième lapin arrive, puis un cinquième, et ainsi de suite. Les lapins peuvent se coordonner au préalable avant le défi et ainsi préparer une stratégie pour minimiser le nombre d'erreurs. Mais ils sont prévenus. S'ils effectuent une infinité d'erreurs, alors le suprême fasciste les tuera tous et réécrira tous les livres d'informatique en langage Fortran. Oula, merdez pas les gars. Mais est-ce qu'il y a moyen de relever le défi du suprême fasciste? Que doivent faire les lapins? Qu'en pensez-vous? Quel pari feriez-vous? Pariez-vous sur le suprême fasciste ou sur les lapins? Alors, pour préciser la question, on va admettre ici la thèse de Church-Turing, c'est-à-dire le fait que dans le monde du suprême fasciste et des lapins, il est impossible de faire des calculs que les machines de Turing ne peuvent pas faire. En particulier, du coup, à la fois le suprême fasciste et les lapins doivent suivre les règles du calcul. Ils ne peuvent qu'appliquer des algorithmes. Dans ce cas, les lapins peuvent-ils concevoir une stratégie calculable capable de battre le suprême fasciste à coup sûr? Alors, pour la petite histoire, ce paradoxe m'a été proposé par le mathématicien Jan Schifodel pour mieux illustrer les enjeux, les capacités et les limites des algorithmes. D'ailleurs, lui aussi a une super chaîne YouTube. Et ce paradoxe de Schifodel est vraiment un problème super chouette pour mieux comprendre les enjeux du calcul. Donc je vous invite à le méditer. Qui du suprême fasciste et des lapins battra l'autre? Les lapins pourront-ils sauver l'informatique de la Fortran-apocalypse? Eh bien, si je parle de paradoxe, c'est qu'il existe deux arguments qui ont l'air convaincants, mais qui se contredisent mutuellement. Du coup, je vais vous présenter les deux arguments et je vous laisse trouver lequel est fallacieux et en particulier où réside l'erreur de raisonnement. Et on va commencer par le premier argument qui est un argument pro-lapin. L'argument pro-lapin repose sur la remarque suivante. Dans un monde régi par la thèse de Church-Turing, le suprême fasciste doit forcément appliquer un algorithme pour déterminer la couleur des chapeaux à attribuer aux lapins. Alors certes, il y a une infinité d'algorithmes que le suprême fasciste pourrait utiliser, cependant cet infini est dénombrable. Autrement dit, il est possible de lister tous les algorithmes que le suprême fasciste pourrait être amené à utiliser. On peut commencer par tous ceux qui s'écrivent en une ligne dans le langage Python, ou Fortran pour ceux qui veulent vraiment se prendre la tête, puis tous ceux qui s'écrivent en 2 lignes, puis en 3 lignes, et ainsi de suite. Ensuite, chaque lapin va commencer en haut de sa liste d'algorithmes, et si les prédictions de l'algorithme sont cohérentes avec ses observations, le lapin va suivre la prédiction de l'algorithme pour la couleur de son chapeau. Dans le cas contraire, le lapin sait que l'algorithme qu'il vient d'analyser n'est pas celui du suprême fasciste. Il le raye donc de sa liste et passe au suivant. Et dès qu'il tombe sur un algorithme enfin cohérent avec toutes ses observations, il fait la prédiction faite par cet algorithme au sujet de la couleur de son propre chapeau. L'argument pro-lapin affirme alors que, ce faisant, les lapins feront au plus un nombre fini d'erreurs. Vous voyez pourquoi ? L'argument clé pro-lapin est le fait que l'algorithme du suprême fasciste appartient nécessairement à la liste des algorithmes des lapins.
Imaginons qu'il soit le 42 milliardième algorithme de la liste. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque erreur d'un lapin, au moins un algorithme précédant le 42 milliardième algorithme de la liste est barré. Du coup, les lapins feront au plus 42 milliards d'erreurs avant d'en arriver au 42 milliardième algorithme de la liste. Mais alors, à partir de ce moment-là, toutes les prédictions correspondront exactement au processus de prise de décision du suprême fasciste. Les lapins ne feront plus aucune erreur. Ainsi, les lapins sont garantis de faire au plus 42 milliards d'erreurs. Ils auront relevé le défi du suprême fasciste et les livres d'informatique auront échappé au Fortran Apocalypse. Convaincu? Peut-être pas si vite. Oui, car on peut aussi présenter un argument pro-suprême fasciste. Non pas que ce soit un argument en faveur du suprême fascisme, je veux dire, c'est un argument qui montre comment le suprême fascisme peut être garanti de gagner uniquement dans le cadre de ce problème mathématique en question. Je ne sais pas si je suis clair, mais il ne s'agit absolument pas de défendre le suprême fascisme de façon absolue. Je ne suis pas pro-suprême fasciste. Enfin, bref, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, l'argument pro-suprême fasciste est le suivant. Au final, avec leur histoire de liste d'algorithmes, les lapins ne font qu'appliquer un algorithme eux aussi, une sorte de méta-algorithme si on veut, mais ce méta-algorithme est lui-même un algorithme. Du coup, le suprême fasciste peut effectuer les calculs de cet algorithme, ce qui lui permet de prédire la prédiction des lapins. Mais alors, pour faire perdre les lapins à chaque prédiction, il suffit au suprême fasciste de mettre un chapeau de couleur opposé à la prédiction que feront les lapins. Vous voyez ce que je veux dire? Si le suprême fasciste sait quel algorithme les lapins utilisent, alors il peut tout simplement lui-même appliquer un algorithme qui fait tout le temps l'opposé de l'algorithme des lapins. Mais alors, si le suprême fasciste applique cet algorithme, les lapins seront voués à ne faire que des erreurs, et en particulier ils en feraient donc une infinité. Alors, vous avez peut-être envie de dire que pour y arriver, le suprême fasciste doit connaître l'algorithme des lapins. Et oui, en effet. Mais ce n'est pas là que réside le paradoxe. Le paradoxe, c'est que les lapins semblaient avoir une stratégie qui leur garantissait la victoire. Or, on vient d'imaginer un cas où la stratégie des lapins échouera. Mais alors, qu'en est-il? Les lapins peuvent-ils vraiment concevoir une stratégie qui leur garantit la victoire? Ou est-ce que l'argument pro-lapin est fallacieux et il existe une faille dans la stratégie pro-lapin? Qu'en pensez-vous? Sur quoi pariez-vous? Je vous invite vivement à faire pause et à réfléchir à ce problème. En particulier, notre raisonnement montre que l'argument pro-lapin ou l'argument pro-suprême est fallacieux. Je vous invite vivement à essayer de déterminer par vous-même lequel des deux est un sophisme fallacieux et en particulier où se situe l'erreur de raisonnement. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour mettre pause. Ok, on va passer à la solution. Et il se trouve que l'argument fallacieux est l'argument pro-lapin. Non, les lapins ne peuvent pas concevoir une stratégie algorithmique qui leur garantit la victoire. Est-ce que vous voyez pourquoi? Le problème réside dans le fait de lister tous les algorithmes, et plus précisément de lister algorithmiquement tous les algorithmes que le suprême fasciste peut être amené à utiliser. Oui, car pour mettre des chapeaux à l'infinité des lapins à venir, le suprême fasciste doit s'assurer que, pour tout lapin, son algorithme fournira une réponse à quelle couleur de chapeau donner à ce lapin. Et du coup, l'algorithme du suprême fasciste doit toujours terminer, quel que soit le lapin. Et donc, idéalement, la liste des algorithmes des lapins doit contenir exactement l'ensemble des algorithmes qui terminent tout le temps, quel que soit le énième lapin à coiffer. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas si grave si la liste contient des algorithmes qui peuvent ne pas terminer. Il suffit par exemple d'enlever un algorithme dès qu'on voit qu'il ne termine pas. Et en fait, si, c'est un problème, et même un gros problème. Car au moment de faire leurs prédictions, les lapins doivent barrer les algorithmes qui sont incohérents avec les observations. Et pour déterminer si un algorithme est cohérent ou non avec les observations, les lapins doivent lancer les calculs de ces algorithmes. Cependant, certains de ces calculs risquent d'être lancés et de tourner indéfiniment. Le problème, c'est que pendant que l'algorithme tourne, il sera impossible de savoir si c'est parce qu'il est juste trop long, qu'il va terminer mais bon, ça va prendre du temps, ou si c'est parce que l'algorithme ne terminera jamais.
En particulier, s'il ne terminera jamais, on pourrait ne jamais le savoir et attendre jusqu'à la nuit des temps sans jamais conclure qu'il ne fallait pas considérer cet algorithme dans notre liste. En fait, le problème de l'arrêt introduit par Alan Turing montre qu'il est impossible de prédire algorithmiquement, pour tout algorithme de la liste, si cet algorithme va terminer ou non. C'est ce qu'on appelle l'incalculabilité du problème de l'arrêt. Une conséquence très bizarre de cette incalculabilité, c'est qu'il est algorithmiquement impossible de construire une liste de tous les algorithmes qui terminent toujours. Une telle liste est en fait incalculable comme le nombre de Chaitin dont on a parlé dans l'épisode précédent. Alors pour ceux parmi vous qui ont été bercés dès le biberon à la théorie des ensembles, ça peut paraître très bizarre. Après tout, la liste de tous les codes algorithmiques est dénombrable. Un ensembliste aurait donc envie de crier que le sous-ensemble des codes algorithmiques dont l'exécution termine toujours est lui aussi dénombrable. Eh bien non. Ou du moins, ce sous-ensemble n'est pas dénombrable algorithmiquement. Pour mieux comprendre cette subtilité, il est utile de s'attarder sur le cadre des mathématiques dites constructives par opposition aux mathématiques classiques avec ces histoires de différentes tailles d'infini notamment. En fait, en maths constructive, ces notions de taille d'infini n'ont pas de sens, et donc les intuitions dont on s'en fait via la théorie des ensembles sont en fait contre-productives. En maths constructive, comme en mathématiques classiques, il existe des ensembles dénombrables, c'est-à-dire listables, mais en maths constructive, ça veut dire qu'il existe une façon de lister les éléments de cet ensemble de manière algorithmique. Un exemple de tel ensemble dénombrable est l'ensemble de tous les codes algorithmiques. Cet ensemble est bien listable de manière algorithmique. Cependant, là où les choses deviennent un peu bizarres pour un ensembliste, c'est qu'en maths constructive, il est tout à fait possible qu'un sous-ensemble d'un ensemble dénombrable ne soit pas lui-même dénombrable, dans le sens où il n'est pas possible de construire une liste des éléments de ce sous-ensemble. Et c'est justement le cas de l'ensemble des codes algorithmiques dont l'exécution termine toujours. Ce sous-ensemble des codes algorithmiques, lui, bizarrement, n'est pas dénombrable de manière constructive. Et c'est là que réside la faille de l'argument pro-lapin. Elle réside dans une faille des maths non constructives qui du coup ne décrit pas ce qui peut être fait, en tout cas dans un monde régi par la thèse de Church-Turing. Mais alors, à moins de pouvoir écarter complètement la thèse de Church-Turing, ce que les observations empiriques actuelles ne semblent pas permettre, dire que les mathématiques usuelles sont les fondements du savoir, c'est peut-être aller bien trop vite en besogne. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus fondamental encore, comme peut-être la machine de Turing, et comme peut-être aussi les lois des probabilités.